l'hôpital en mode Opal. Les voix d'un hôpital qui change. Troisième épisode, créer les conditions. Je sais ce que vous vous dites. Quel est le rapport entre le projet managérial de l'hôpital Simone Veil et la compagnie créole ? Il y en a un, je vous assure, mais pour le comprendre, il faut revenir quelques jours en arrière. Il y a une semaine, j'avais rendez-vous avec Valérie Chapelle, la DRH et la directrice des affaires médicales de l'hôpital. Nous devions faire un bilan de mes premières semaines chez Simone. Et puis très vite, ça a dévié sur le projet managérial. Je lui ai confié que j'avais encore du mal à percevoir les changements que ça pouvait insuffler dans les équipes. Et puis surtout que ce n'est pas le tout d'être un bon manager. Pour qu'un service fonctionne, il faut aussi créer les conditions qui donnent à chacun l'envie de s'engager. Ça passe d'abord par un climat de travail sain, qui respecte l'équilibre de chaque professionnel, mais aussi par des dispositifs qui favorisent l'autonomie et le pouvoir d'agir des équipes. C'est là qu'elle m'a parlé du projet social de l'hôpital. Pour faire simple, c'est la politique sociale d'un établissement. Il couvre la formation, les carrières, le dialogue interne, l'expression des professionnels ou encore la qualité de vie au travail. Son objectif, c'est justement de favoriser l'engagement et d'améliorer le quotidien des équipes hospitalières. Et il est indissociable du projet managérial. Le projet social, il a été fait il y a quelques années et c'est un projet social unique pour les médecins et les non-médecins. C'est très rare en fait dans les hôpitaux. Souvent, il y a un projet social pour les médecins d'un côté, pour les non-médecins de l'autre. Nous, on a dit c'est le même, puisque c'est le travail ensemble qui va faire notre force. Le fil rouge du projet social, c'était la qualité de vie au travail. Et pour ça, il y a des choses très simples. C'est, oui, la gestion du temps, la gestion des carrières, les plannings. Oui, je vais pouvoir gagner plus et remplacer, on va créer une plateforme de remplacement, mais je vais pouvoir aussi me déclarer non disponible pour qu'on ne me dérange pas et qu'on me laisse dans ma vie personnelle mener un événement important ou ne pas me déranger pendant mes vacances. Voilà. Donc, chaque jour, j'ai envie de rejoindre mon service. Je vais être bien avec mon manager. Si je suis manager, je vais accompagner mes équipes et surtout, je vais avoir envie d'être là. Donc, toutes les actions doivent être dans ce sens-là. Donc, on a de l'écoute psychologique 24/24. On a mis en dispositif depuis juin 21 de signalement des violences, des harcèlements, etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, personne n'a peur de parler. Il est clair qu'on peut avoir un projet social avec beaucoup d'objectifs tout à fait louables, beaucoup d'intentions, des valeurs. Si derrière, on a des managers pas à niveau qui ne les appliquent pas, c'est un coup d'épée dans l'eau. La direction peut avoir beaucoup de bonnes intentions. S'il n'a pas les bons encadrants derrière pour les mettre en musique, ça ne marche pas. Pour moi, c'est ce que j'en retiens, c'est-à-dire un projet managérial où on demande aux managers de s'impliquer, où on ose la parole, où on fait de l'intelligence collective, où on les forme, où on les accompagne, où on leur dit « n'hésitez pas à venir nous dire si vous êtes dans une situation compliquée, mais attention, vos professionnels aussi, eux, ils vont pouvoir parler ». Et donc, il faut que vous soyez prêts aussi à être remis en cause à certains moments. Franchement, ça change la donne pour toutes les actions du projet social et pour que l'ensemble des professionnels se sentent bien. Je profite de notre entretien pour lui poser des questions sur la PEC, la prime d'engagement collectif. D'après ce que j'ai compris, ce dispositif permet aux professionnels de proposer des projets innovants au sein de leur service ou même en collaboration avec d'autres services. Ça permet de diffuser ce fameux pouvoir d'agir. Alors, la prime d'engagement collectif, c'est une nouveauté qu'on appelle la PEC pour aller plus vite. C'est une nouveauté dans la loi de transformation fonction publique et puis suite au Ségur de la santé après la crise Covid. Jusque-là, on ne pouvait pas reconnaître l'engagement des équipes de façon individuelle. Donc, le grand atout de la PEC, c'est qu'on peut demander à une équipe de réfléchir à un projet. Donc, ça veut dire de la créativité, de l'imagination. Oui, il n'y a pas que la direction qui décide toute seule dans son bureau, dans sa tour d'ivoire. Et en plus de se dire, si ça marche, et si mon projet est retenu,
eh bien, je vais avoir un petit plus sur mon salaire. La base de l'APEC, c'est une prime de 300 €, mais on peut la multiplier jusqu'à 1200. Et donc nous, on a construit tout un processus et on en est dans la 3e année avec un jury qui examine les projets, avec un binôme qui vient les défendre et qui ne doit surtout pas être un binôme managérial, puisque l'idée c'est que oui, on a un projet managérial, mais notre projet il va bien au-delà. C'est toutes les équipes qui doivent pouvoir créer, se sentir autonomes, responsabilisées et qui ont de bonnes idées. Et on a été vraiment très, très surpris par toutes les idées, parfois simples, pas compliquées, mais que pouvaient avoir les équipes et qui pouvaient même nous toucher. Très franchement, ça favorise la créativité, le fait de se dire, bon, surtout à l'hôpital, j'ai un travail qui parfois n'est pas simple. J'ai fait face à la douleur, à la fin de vie, à l'agressivité des familles, etc. Mais j'ai le droit d'inventer que je vais créer des moments conviviaux, que je vais installer une ruche, que je vais mettre des affiches pour détendre les patients qui attendent dans une salle d'attente, etc. Et du coup, on revient peut-être au cœur de métier qui a fait que pourquoi je suis devenue soignant. C'est aussi pour vivre des choses très positives. Chercher les gens du premier, mais bon. Parmi les projets qui ont vu le jour grâce à l'APEC, Valérie Chapelle me parle de la guinguette, organisée chaque jeudi à l'EHPAD des Coteaux de Montmorency. Et elle m'encourage chaudement à aller y faire un tour pour rencontrer les aides-soignantes qui ont initié ce projet. Me voici donc au milieu de la piste de danse où s'enchaînent les tubes de la compagnie créole. Il y a des usagers, des aides-soignantes, des visiteurs et une dame qui connaît par cœur toutes les chansons de la playlist. Ça sent bon les crêpes et le beurre fondu, l'ambiance est chaleureuse et festive, comme une vraie guinguette. Je m'installe à côté d'une habituée qui ne rate jamais un rendez-vous. Vous venez toutes les semaines à la guinguette ? Oui, presque toutes les semaines. Et qu'est-ce que ça vous apporte ? C'est un divertissement, ouais. Parce que Rabia, elle fait du bon travail. On a réappris la cuisine petit à petit. Vous faites parfois les gâteaux ou les crêpes ? Oui, on participe. C'est bien. Surtout moi qui reviens d'un double AVC, me remettre en route, ça a été difficile. Mais j'ai été aidée par Rabia. Ça m'a fait du bien. Je voudrais dire quelque chose. Je trouve que la guinguette n'est pas assez... on est un peu les uns sur les autres, quoi. Il lui faudrait plus d'espace. Vous voulez une salle de bal ? Pas une salle de bain, mais un tout petit peu plus grand. Avant de retrouver mon service, je m'éclipse quelques instants pour discuter avec Rabia Belkadi. C'est elle qui a eu l'idée de cette joyeuse guinguette et qui l'a défendue devant un jury composé de professionnels de l'hôpital et d'une représentante des usagers. Et elle a déjà plein d'autres projets en tête. Je m'appelle Belkadi Rabia. Je suis assistante de soins en gérontologie. Ça veut dire que c'est des résidents de l'EHPAD qui ont des troubles modérés de comportement qu'on prend à la journée pour des activités diverses et variées. L'idée de cette guinguette, c'est vraiment d'apporter un plus des activités qui sont déjà faites et pour que ça soit un endroit où il y a un bar, donc ça nous rappelle quand même comme quand ils étaient à la maison pour aller au bar, pour écouter de la musique, pour danser, pourquoi pas, et pour recevoir aussi leur famille et discuter avec d'autres résidents. Je voulais aussi à la base qu'ils soient participatifs dans cette guinguette. C'est la leur. Voilà, c'est un travail qu'on fait avec les résidents. Des fois, ils viennent aussi, il y en a qui viennent pour servir et pour la préparation.
On fait à chaque fois, on fait des crêpes, on fait des gâteaux yaourt tout simple, on fait des madeleines, on le fait avec eux. Et ils sont contents. Il y a une dame, la dame, souvent c'est mon commis, j'ai fait de la mousse au chocolat, j'ai jamais fait auparavant, et j'ai réussi. Donc voilà. En fait, moi je suis soignante à la base, mais le fait de ne pas être vraiment tout le temps que dans les soins d'hygiène, le regard porté aux résidents, il est différent. Et du coup, on crée une relation exceptionnelle, vraiment. Donc ça, c'est un plaisir. Je reviens sur le jury de l'APEC. C'était un moment impressionnant de présenter ce projet comme ça devant un jury. Moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Le jury, je l'ai vécu comme une occasion. C'était une occasion pour moi pour présenter justement d'autres choses qu'on peut faire que des soins d'hygiène, l'amélioration de la qualité de vie, aussi bien pour les résidents que pour nous aussi. Parce que si on a cette ambiance de travail, on a envie de venir travailler. On vient pour travailler avec plaisir. Et c'est très important, parce qu'on passe beaucoup de temps au travail. Retour à la réalité. Fini les crêpes et les tubes des années 80, j'ai rendez-vous avec Julien Lafont, le directeur des équipements, des achats et de la logistique de l'hôpital, pour discuter délégation de crédit d'investissement. Ça paraît un peu barbare comme ça, mais d'après ce que j'ai compris, c'est un autre dispositif qui permet de donner plus d'autonomie au service. Et là encore, j'ai besoin d'un mode d'emploi. Les crédits délégués, c'est une démarche qu'on a lancée il y a maintenant plus de 2 ans. L'objectif est de mettre à la disposition des professionnels une partie du budget de fonctionnement et d'investissement de l'établissement. Et donc ce sont 500 000 € qu'on met à la disposition des pôles de l'établissement. Et l'objectif, c'est qu'ensuite ils les aient à leurs mains pour décider de ce qu'ils veulent acheter dans leur service, en dehors d'autres investissements qu'on prévoit déjà. On a d'autres enveloppes qui prévoient notamment de renouveler les équipements les plus vétustes, obsolètes dans le service. Et donc, il y a 2 objectifs autour de ces crédits délégués. Il y a à la fois responsabiliser les professionnels sur la gestion du budget et de décider au sein du pôle comment est-ce qu'on répartit les crédits. Donc ça, c'est de la responsabilisation des professionnels. Et le deuxième objectif, c'est de proposer aux professionnels, qui n'est pas encadrant pour le coup, d'avoir cette possibilité d'agir sur son quotidien. Et il s'agit bien là d'une délégation de gestion autour de l'achat d'équipements. Donc on n'achète pas de la formation par exemple, et on ne peut pas avec ces crédits décider de recruter un collègue supplémentaire alors que la DRH aurait dit que ce n'est pas possible par exemple. Donc les dépenses qui sont autorisées, ce sont les équipements et les matériels hôteliers et logistiques, les matériels biomédicaux, quelques travaux, des travaux courants ou de rénovation légère. Donc pour les travaux, pour les équipements biomédicaux, encore une fois, on n'est pas sur ce qui est censé être renouvelé parce que trop vétuste. Mais ce sont, je ne sais pas, un coup de peinture qui n'est pas absolument nécessaire pour faire fonctionner l'hôpital, mais l'équipe considère quand même que cette salle d'attente, elle mériterait un coup de frais. Une amélioration du confort du soignant au quotidien, avec des choses toutes bêtes, d'avoir sa propre petite machine à café dans la salle de détente. On en a acheté beaucoup la première année. C'était les premières années, ensuite les besoins évoluent. Des fauteuils de travail plus ergonomiques. Beaucoup d'équipes ont demandé à avoir des vêtements professionnels plus personnalisés. Pour avoir le vêtement du service de diabétologie ou même de brancardage cette année. Il y avait visiblement une volonté d'être mieux valorisé par son vêtement que la blouse plus anonyme qu'on peut donner à tous les professionnels. Dans le service de stomatologie, il y avait une attente pour avoir un système d'empreinte optique. Ça ne faisait pas partie des priorités stratégiques de l'établissement, c'était une attente forte du service. On est passé par ce mode de crédit délégué. Et puis des exemples autour du réaménagement d'espaces d'accueil pour les patients. Une décoration, on a eu notamment des demandes de travail autour de plafonniers dans certaines salles d'attente pour que le plafonnier soit plus agréable avec une perspective d'un ciel par exemple. Voilà, donc on est sur du confort, de la qualité d'accueil. Aujourd'hui, en tout cas, ces choix-là, ils sont laissés à la main des soignants qui savent, eux, ce qu'attendent réellement leurs patients dans leur service. Ce que je retiens de tout ça, c'est qu'il existe chez Simone des leviers pour encourager l'autonomie et le pouvoir d'agir des professionnels au quotidien. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de renverser toute la hiérarchie, mais plutôt de permettre à chacun, quel que soit son poste,
de proposer des initiatives qui changent visiblement la donne pour les professionnels comme pour les patients. C'est aussi l'occasion d'imaginer d'autres manières de collaborer pour que chacun trouve sa place et sa voie. Et pourquoi pas progressivement de réinventer ensemble l'hôpital de demain. L'hôpital en mode Opale, une collection de podcasts originaux créés par l'hôpital Simone Veil, groupement hospitalier Aubonne Montmorency. Oui, allô ? Bonjour Alice, c'est Tony Brando. Bonjour Tony. Je vous appelle rapidement, simplement pour vous inviter au Cercle des Transformations qui aura lieu la semaine prochaine. Dans cet épisode, vous venez d'entendre Valérie Chapelle, directrice des ressources humaines et des affaires médicales, Rabia Belkadi, aide-soignante de l'EHPAD Les Coteaux, Julien Lafont, directeur des équipements, des achats et de la logistique, et Tony Brando, directeur des transformations. Merci à elles et à eux pour leur temps et leur témoignage. Reportage et écriture, Agathe Gilberg. Réalisation, Lénora Krief. Production, Lorraine Pagès. Pour en savoir plus sur l'hôpital Simone Veil et ses initiatives, retrouvez-nous sur hôpital-simoneveil.fr/podcast. À bientôt pour un prochain épisode.